Bonjour et bienvenue sur ce nouveau live France DevOps. Aujourd'hui, on se retrouve avec Guillaume Mambré et Sébastien Fourreau. Euh, Guillaume étant consultant Zenica et Sébastien lead SRE chez RCA. Aujourd'hui, ils vont nous faire un retour d'expérience sur la mise en place de Carpenter et Keda, en expliquant bien sûr le cas d'usage. Cela va de soi. Je vous laisse la parole. Bonne Ça présentation à marche. vous. Merci bien. Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez ce qu'il faut en café, en miam miam ou ce que vous voulez. Avec Sébastien, on va vous présenter un petit peu ce qui a été mis en œuvre sur un déploiement d'un Kubernetes sur AWS, vraiment dans une optique FinOps. Et donc pour ça, on a utilisé deux outils principaux, Carpenter et Keda. Bonjour à tous, donc moi c'est Sébastien, je suis ravi de refaire ce talk avec Guillaume. Je suis SRE dans une entreprise qui s'appelle RCA, donc une traditionnelle slide d'introduction. RCA, c'est un éditeur de logiciels pour les experts comptables. On est basé à Nantes. On a environ 300 salariés. On propose historiquement deux gammes de logiciels, une qui est plutôt orientée client lourd et l'autre, c'est celle qui fera l'objet de cette présentation, c'est Meg, mon expert en gestion, et elle est distribuée sous forme de SaaS. Aujourd'hui, on a environ 140 000 utilisateurs, un peu plus en réalité. Donc 140 000 utilisateurs au total sur la plateforme, et on est passé sur AWS courant juillet 2024. Toute cette migration et tout ce qu'on va vous raconter là, on l'a fait avec l'approche FinOps en tête. Justement, on va vous en dire un petit peu plus. Alors, ce qu'il faut avoir en tête sur les différents cloud providers, et plus particulièrement sur AWS, c'est que absolument tout est facturé. Et dans les éléments qui sont facilement compréhensibles, c'est la partie coût du control plane sur Kubernetes, le control plane sur les deux d'administration. Et donc, ce service-là, on utilise EKS, qui est le service fourni par AWS, qu'on boot un cube qui est 0 au 1000 nœuds. Le prix est le même, c'est à peu près $70 par mois. Et puis ensuite, il faut rajouter ces nœuds. Ces nœuds, donc c'est les machines, il faut faire tourner les applications, quelles qu'elles soient. Et là-dessus, eh bien, la partie tarification facile, encore une fois, c'est la quantité de RAM, la quantité de CPU, le type de carte réseau, carte graphique, etc. Et les disques qu'on va pouvoir mettre derrière. Donc là, ça, cette partie, c'est entre guillemets facile de pouvoir estimer les coûts. Après, il y a d'autres éléments qui vont venir être un peu plus compliqués. C'est toute la partie liée à la pile réseau. À la pile réseau, en fait, ça va être par exemple instancier un load balancer. C'est à peu près $25 par mois. Mais surtout, je vais avoir du trafic, enfin des coûts qui vont être liés au volume de données que je vais faire circuler. Que ce soit dans mon load balancer ou alors entre mes zones de disponibilité. Zone de disponibilité chez les providers, ça correspond à des data centers. Par exemple, chez AWS, à Paris, il y a 3 zones de disponibilité. On n'est pas censé connaître leur adresse, mais ça correspond en fait à 3 data centers qui ont des risques géographiques différents. S'il y en a un qui se trouve sous l'eau ou alors qu'une pelleteuse a arraché une fibre, eh bien, les autres sont censés continuer à fonctionner. Et donc, l'approche en fait de ces data centers, de ces zones de disponibilité, c'est de dire, eh ben, il faudrait déployer mes applications sur ces 3 DC. Et le fait de les déployer comme ça, eh bien, je vais avoir des échanges réseau entre mes applications, et ça, c'est facturé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vite alourdir la facture, et cette partie-là est extrêmement imprévisible. Alors, si je remets un petit peu des chiffres par rapport à ce que je vous ai dit, Control Plane, environ $70 par mois, le Load Balancer, $25 par mois, auquel on va ajouter le trafic. Alors, la tarification, hein, c'est pas juste le volume de données, c'est le nombre de requêtes en simultané à traiter et le trafic. Là, je vous le fais en grosse maille sur la partie Load Balancer. Trafic inter-AZ, là, on est plutôt au gigabit. Mais ça va vraiment dépendre de comment mon application est déployée et qu'est-ce que l'on pourrait faire autour de ça.
Après, au niveau de la taille de mes nœuds, eh bien, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur savoir est-ce que je mets plein de petits nœuds ou au contraire est-ce que je mets des très gros nœuds ou puis peut-être que j'en mettrai moins. Vous avez de la littérature sur le sujet. Moi, c'est un site que j'aime beaucoup, learnk8s.io, et sur lequel vous allez retrouver un ensemble de bonnes pratiques pour essayer d'évaluer tout ça. L'idée, en tout cas, de tout ça, de cette notion de coût, d'évaluation des coûts, c'est de voir combien est-ce que ça pourrait me coûter. C'est vraiment à l'opposé de ce qu'on a sur une infrastructure on-prem, où traditionnellement, on a l'approche, bah, je surprovisionne parce qu'en fait, j'en ai pas la moindre idée de combien consomment mes applications, ou alors j'ai fait mon dimensionnement au doigt mouillé. Et puis surtout, sur du on-prem, on a l'approche où une VM égale une application. À peu de choses près, c'est ce qu'on a. Et donc, on a plutôt que de dire je vais dimensionner mes applications par rapport à la VM, c'est la VM qui est dimensionnée. Si on a surdimensionné la VM, eh bien, on fait pas plus de choses. On ne va pas chercher à la redimensionner. C'est très rare où on fait la réduction. Vous savez très bien que généralement, on fait plutôt à l'augmentation. Et de toute manière, c'est compliqué d'obtenir des VM. Donc, on va surtout pas toucher à cette ressource pour laquelle on a bien sué pour l'obtenir. Mais donc, si on retranscrit le même vocabulaire, les mêmes approches côté cloud provider, eh bien, en fait, on va se retrouver en fait, à gaspiller de l'argent. Là, c'est vraiment quelque chose qui parle beaucoup plus à des personnes qui ont que la notion d'euros ou de dollars dans les yeux. Et donc, le fait de surprovisionner, eh bien, c'est vraiment littéralement de l'argent que je mets par la fenêtre. Et puis également, peut-être que mon application, elle a un profil de charge qui est prédictible au cours du temps, et donc je pourrais faire des actions en conséquence. Sur une approche type cloud par rapport à ce qu'on fait sur du on-prem, on va pouvoir avoir une notion de pet versus cattle au niveau du provisioning de mes VM. Le on-prem, pet, c'est mon animal de compagnie, c'est mon chat, mon chien. Vous savez très bien que votre chien, vous avez un affect très fort avec lui. Vous passez du temps à le sortir et à jouer avec. Et puis, bah, quand c'est la fin, quand il n'est pas en forme, vous l'emmenez chez le véto. Quand il disparaît, eh bien, c'est la fin du monde. Ça, c'est l'approche que l'on a avec des VM traditionnels sur du on-prem. Vous en avez bavé pour les obtenir. Vous savez pertinemment sur quelle VM tourne quelle application. Vous êtes aux petits soins pour vos VM. Quand il y a un incident, vous vous connectez en SSH sur les machines, trop de la balle. Et puis, vous regardez un petit peu qu'est-ce qui se passe dessus. Et une VM, généralement, on la lâche jamais. Sur une approche type cloud, on va avoir une approche, on va avoir quelque chose de différent, c'est qu'on considère les VM comme un élément jetable. On est sur des infrastructures où on essaye de faire de l'infrastructure immutable. Ça veut dire que tout changement de paramétrage, c'est une nouvelle VM qui boot. Si par exemple je cherche à mettre à jour mes VM, eh bien je ne vais pas avoir un Ansible qui a passé dessus et les mettre à jour, c'est une nouvelle IMI qui démarre avec les paquets déjà mis à jour. En fait, on peut faire l'analogie avec mon troupeau de vaches, où toutes mes vaches, elles sont toutes identiques, elles ont juste un petit numéro au niveau de l'oreille pour les différencier les unes des autres. Elles vont dans le pré ensemble pour avoir le même régime alimentaire. Et quand il y en a une qui n'est pas en forme, j'en fais des hamburgers. Et bien avec mes VM sur le cloud, je vais faire la même chose. Quand une VM sur mon cluster EKS n'est pas en forme, eh bien, je vais sûrement pas ouvrir un SSH dessus, de toute manière, il n'est même pas disponible. Et la première chose que se fait, c'est clouc dans la console AWS, en ligne de commande, la VM, elle dégage. Et l'idée, c'est que comme toutes les VM sont toutes construites sur le même modèle, il n'y a pas de raison qu'il y en ait une qui fasse un écart par rapport aux autres. On va essayer de prendre un petit peu de hauteur maintenant par rapport à tout ce qu'on vient de se raconter sur cette analogie. On va remettre la notion de scaling événementiel. Donc là, l'idée, c'est que finalement, notre application elle va vouloir scaler selon la charge réelle. Donc, j'ai des besoins différents quand j'ai 100 users connectés versus 10 000. Donc, je vais pouvoir adapter finalement mon nombre d'instances selon les moments importants. Ça pourrait être scalé selon un calendrier horaire ou selon une charge, à nous de voir. Pour ça, on va s'appuyer sur un outil qui s'appelle KEDA. Donc KEDA, c'est l'acronyme de Kubernetes Event Driven Autoscaling, avec mon accent anglais impeccable, bien sûr.
C'est un outil qui va nous permettre de scaler dynamiquement tout type de workload Kubernetes, en fonction d'un événement. Donc un événement, pour vous donner un petit peu de hauteur, ça pourrait être un message, ça pourrait être une métrique personnalisée. À nous de voir ce qu'on veut mettre derrière la notion d'événement. Donc c'est un projet qui a été initialement créé par Microsoft et Red Hat. Donc ça, voilà, ça appartient à la Linux Foundation. C'est pas un petit projet fait dans un coin du grenier, même si de gros projets peuvent démarrer comme ça. Keda, il va se baser sur un principe qu'on appelle le scalers. Donc le scaler, c'est un composant qui va décider finalement combien de réplicas d'un pod il faut lancer en fonction d'une source extérieure, en fonction d'un indicateur. Donc pour vulgariser un petit peu, c'est le scaler, il va observer une métrique, il va dire oula, je vois que la charge elle augmente, j'ai besoin de plus de pods, ou bien ah là je vois bien que la charge elle baisse, il y a moins de monde sur mon application, j'ai besoin de moins de pods, je réduis. Donc des scalers, cette petite tringlerie qui fait cette chose-là, il y en a plusieurs. Il y a tous ceux qui sont déjà inclus. Il y a ceux qu'on peut venir rajouter, donc on appelle les externals. Et puis vous avez la possibilité de faire vous-même, pour les plus barbus d'entre nous, de faire vous-même votre propre custom scaler. On vous a mis un petit exemple de scalers qui sont déjà inclus. Il y a du RabbitMQ, du Prom, de l'Elastic et du cronjob. Donc tout un tas de choses. On va aller un petit peu plus loin avec Keda et avec les concepts fondamentaux. Des concepts, des gros concepts clés, on en a 4. Il y a l'opérateur. Donc l'opérateur, c'est un petit peu le cerveau. Celui qui va regarder toutes les sources d'événements et qui va se dire OK, là j'ai quelque chose à faire, je vais changer le nombre d'instances à la volée. C'est le cerveau. Ensuite, on a le metric server. Le metric server, il est là pour finalement venir fournir des metrics externes à un composant qui s'appelle le HPA. Je vous propose qu'on fasse une petite aparté sur le HPA juste après. Les scalers, on les a vus tout à l'heure, hein, c'est ceux qui viennent se connecter aux sources d'événements. Et enfin, on a les CRD. On va faire un petit focus sur les CRD pour qu'on ait tous un petit peu le même langage. Donc les CRD, c'est Custom Resource Definition. C'est un moyen qu'on a finalement d'étendre l'API de Kube avec des ressources custom. Keda, il va se baser sur plusieurs CRD. Il y en a 3 qui vont nous intéresser. On va se focus principalement sur les 2 premiers, là, les scale object et les scale job. La première des custom ressources, c'est le scale object. Donc c'est ce qui fait le lien entre un déploiement et une source d'événement. Donc c'est finalement ça qui va définir comment le scaling va fonctionner. Ensuite, on a le scale job. C'est un petit peu la même chose finalement que le scale object, mais c'est apporté à une logique de job. Et enfin, on a le trigger authentication, qui est plutôt là pour faire la glue avec les sources d'événements de manière sécurisée. On ne va pas trop s'étendre sur celui-ci, il ne fera pas l'objet de notre présentation, mais retenez qu'il y a les scale object et les scale job. J'en parlais tout à l'heure, on se propose de refaire un petit rappel sur ce qu'est le HPA, donc le Horizontal Pod Autoscaler. Donc ça, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a une application qui va répondre avec un ou plusieurs pods. Ces plusieurs pods, on va avoir besoin de les scaler. Pour ça, il y a une ressource en général qui les pilote, une ressource de plus haut niveau. Ça peut être autre chose, mais en tout cas, ici, c'est un deployment. Le deployment, il est piloté par un HPA. Et en fait, le HPA, c'est vraiment le composant qui va venir puiser des métriques, qui va se dire OK, là, je constate que j'ai 80% de mon utilisation CPU qui est couverte, ou bien là, j'ai telle quantité de mémoire. Je prends des actions, j'envoie ça à mon deployment, et c'est mon deployment qui se charge d'aller scaler mon nombre de réplicas. Donc si je voulais donner un exemple pour que ce soit un petit peu plus palpable, si mon application dépasse 80% d'utilisation CPU, c'est le HPA qui va venir me dire « Ok, crée-moi plus de pods ». Voilà. Donc le HPA, on va en avoir besoin, ça va être finalement la ressource que Keda va manipuler un petit peu en interne, et c'est bon à savoir. Alors j'espère que vous êtes bien accrochés. Je sais qu'il est midi 20, il y a peut-être les estomacs qui commencent à crier famine. En tout cas, on va prendre encore plus de hauteur, on va essayer d'avoir un petit schéma d'architecture voilà, en plusieurs petites slides. Donc accrochez-vous, on commence par les scale objects. Rappelez-vous, le scale object, hein, c'est un peu notre contrat, c'est notre base de travail, c'est notre ensemble de règles.
Cette ressource, elle vient s'inscrire dans une autre ressource qu'on appelle l'API serveur, qui est juste là du coup. Donc rappelez-vous, hein, tout ça c'est de la CRD. Ensuite, lorsqu'un événement, une source d'événement se déclenche, ça va venir réveiller notre scale object. Et là, c'est là où la magie opère, c'est qu'on a le contrôleur qui va venir gérer le scaling et changer dynamiquement la charge selon ce qu'on demande. Alors, il ne va pas le faire tout seul, hein. Il s'appuie sur ses fidèles soldats. Les soldats, c'est les scalers, on les a vus tout à l'heure. Et les scalers, ils ont une logique de pool à intervalles réguliers en disant où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est. Ils informent le contrôleur et c'est le contrôleur qui agit. Derrière, on a un autre composant, je ne vais pas m'étendre dessus, mais un admission webhook. Donc là, l'idée, c'est de se dire, OK, j'ai des interventions à faire sur une ressource cube. Je m'assure que tout ce que je veux produire est conforme à mon contrôleur d'admission. Ça évite d'avoir finalement des ressources cubes complètement cassées. Enfin, l'opérateur de Keda, il va demander à son composant de matrix d'aller pousser tout ça dans l'API externale de Cube. Et c'est cette API avec ces métriques qui est requêtée par le HPA et qui va permettre de prendre des décisions de scaling en temps réel. Donc finalement, j'arrive au bout de mon schéma, j'ai mon workload, mon application, appelons-la Conta API. Eh bien, elle a pu se baser sur des métriques, des HPA et tout un ensemble d'opérateurs qui ont été vus juste avant. Alors j'espère que c'était à peu près clair. Je suis conscient que c'est un gros morceau ce schéma, hein. On va aller un petit peu plus loin et vous donner du visuel sur ce à quoi pourrait ressembler un descripteur cube. On va repartir de la custom resource scale object. Donc comme tout à l'heure, on a notre application témoin Conta API qu'on a appelé ici Conta API Scale. Ce qu'on peut retenir là, sur ce descripteur, c'est qu'en fait, on va lui donner un attribut qu'on appelle triggers. Et celui-ci va permettre de définir un petit peu le contrat, en tout cas comment mon scale object doit se comporter. Donc ce qu'on veut ici, c'est se dire que, OK, de 6h à 20h, mon start et mon end, je veux pouvoir avoir un comportement qui me dit que j'aurai 3 réplicas. C'est ce que vous voyez avec le champ desired 3 réplicas à 3. Donc autrement dit, là, je pourrais avoir un réplica le soir, mais par contre, ce scale object, ce qu'il me dit, c'est que de 6h à 20h, j'en ai 3. Et d'ailleurs, effectivement, c'est marqué min replica count à 2. Donc je devrais en avoir 2, mais de 6h à 20h, j'en ai 3. Ça, c'est la ressource de haut niveau, donc c'est mon scale object. Derrière, ce qui va se passer, c'est que ça va me produire un HPA, dont on a parlé tout à l'heure, hein, un Horizontal Pod Autoscalers. Celui-ci, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dedans. Il y a la partie sur les metadata de owner. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que finalement, c'est bien Keda qui pilote ce HPA. Première information. Ensuite, ce qui est plutôt sympa, et ça fait écho au schéma de tout à l'heure, c'est que ce HPA, il va se baser sur des métriques pour prendre des décisions. Ce sont des métriques externes, et c'est Keda qui va avoir l'intelligence de gérer tout ça, et il va lui-même aller préfixer ces métriques par S0-cron-le time zone, etc. Donc c'est la tambouille interne de Keda. Et enfin, pour marquer encore plus la notion de propriété, on a un match label qui dit que c'est bien Keda qui s'en occupe et que finalement, c'est le deployment qui s'appelle Conta API Scale to Scale Object qui va être modifié. Donc là, ce qu'on vous a montré, c'est un fonctionnement, mine de rien, ça fonctionne très bien. Pour le coup, c'est pas forcément très intelligent vu qu'on est sur un cron horaire. Ça marche très bien pour les charges de travail prédictibles, mais parfois on veut aller un peu plus loin, on veut plus d'intelligence. On veut se baser plutôt sur des indicateurs système. C'est possible, hein, il n'y a pas que le cron horaire. Là, dans cet exemple, on vous montre une base sur le taux d'utilisation CPU. Donc l'idée, c'est de se dire que, eh bien, à partir du moment où on considère que notre application Conta API, elle oscille aux alentours des 85%, on veut pouvoir augmenter le nombre de réplicas. Donc on est à 3 réplicas au minimum et on va pouvoir aller scaler jusqu'à 15 réplicas selon si on est plus ou moins proche de ce seuil-là. Donc gardez bien en tête que finalement, voilà, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs scalers
Et la partie système, elle est tout aussi intéressante. Alors, dans tout ça, on a vraiment le nombre de pods qui varie. Et je voudrais maintenant, en fait, c'est pas cet aspect-là qui nous fait varier le nombre enfin, qui nous fait changer la facture, c'est plutôt la partie, les VM. Les VM à proprement parler, c'est cet élément-là qui est facturé. Et donc, pour ça, eh bien, pour faire varier le nombre de VM, eh bien, on va utiliser un composant qui s'appelle Carpenter. C'est un projet qui a été initié par AWS il y a maintenant quelques années. Et l'idée, c'est qu'il pop lui-même les VM et pour les instancier en fonction de la demande et les détruire lorsqu'il n'y a plus rien à faire avec. C'est un projet qui appartient maintenant au KubeSig et il existe différentes implémentations sur les grands providers. Alors, l'implémentation de référence est sur AWS. Et maintenant, on trouve d'autres implèmes qui se fiabilisent chez les autres et ça va devenir très très intéressant. C'est vraiment un projet qui va venir se mettre à la place du Kubernetes Autoscaler, que peut-être que vous avez déjà utilisé, qui apporte plus de flexibilité que cet autre composant. Donc son boulot, c'est d'instancier des VM, donc des nœuds, en fonction des requests qui sont définis sur les pods. Et lorsque je n'ai plus de pods sur mon nœud ou moins de pods sur mon nœud, moi ça me fait rire, en fait, on dit qu'il défragmente ou en fait il va consolider les différents nœuds. Il va également prendre en charge la distribution de mes pods sur mes différents nœuds. Ça veut dire si je veux qu'il y ait deux pods qui soient sur le même nœud ou au contraire qu'ils soient bien distribués. J'ai la notion de topologie spread constraint également qui est bien prise en compte. Si j'ai des disques qui sont rattachés à une AZ, typiquement les disques EBS, eh bien il va savoir faire popper une VM dans la bonne AZ par rapport au PVC et à la PV associée et prendre en compte les différents modes de facturation qu'il y a, notamment chez AWS. On reviendra sur ces modes de facturation un petit peu plus tard dans la présentation. Mais l'idée, en tout cas, c'est que lui, il fait popper des VM et ensuite, je vais me retrouver avec des pods qui vont aller dessus. Alors, si on prend un petit peu les descripteurs, chose que vous connaissez sûrement, au niveau de mon pod ici, j'ai un attribut ressource qui me permet de définir au niveau de mon conteneur quelle est la quantité minimum de ressources dont mon application a besoin. Minimum, hein, c'est une exigence. Je veux une machine, je veux un nœud où il reste au moins 1024 mégas de RAM et 320 milli CPU. La, 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 la- L'unité sur la CPU, c'est 1000 milli, c'est égal à 1 vCPU. Et donc ici, la 320 milli, ça correspond en fait, nous, comme on a l'habitude de voir avec d'autres outils, c'est 32% d'une CPU. Dans tous les cas, qu'est-ce qui va se passer? Quand j'ai des pods qui vont être créés, initialement, les pods sont à l'état pending. Le scheduler de Cube va tenter de trouver de la place sur les nœuds déjà existants. Et puis, il va faire rentrer les pods sur ces nœuds-là. Et lorsqu'il n'arrive pas à trouver de la place, eh bien, ces pods vont rester à l'état pending pendant une durée un peu plus longue. Et donc là, c'est maintenant que Carpenter va se réveiller pour envoyer, enfin pour démarrer les VM et faire en sorte de pouvoir déployer les pods dessus. Donc dans ce sens-là, je vais avoir en fait des VM qui vont être instanciés exactement à la dimension de mes pods pour s'assurer que ce soit le plus économiquement satisfaisant. Alors Carpenter, il vient pas remplacer le scheduler, hein. Il vient en fait démarrer des VM là où le scheduler les attendrait pour ensuite faire en sorte que les pods soient bien instanciés comme il faut. Donc c'est lui qui sait qu'il doit démarrer une VM sur la zone A, une VM sur la zone B, et pour que en fait ça corresponde bien aux contraintes qui ont été définies au niveau de mes pods. Alors, ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que si je ne définis pas de contraintes de distribution de mes pods, eh bien, un Carpenter, il mettrait tout sur la même VM. En fait, s'il pouvait démarrer une seule VM et faire rentrer tout mon applicatif dessus,
il le ferait. Son boulot, il est drivé en fait par la notion FinOps. Son objectif, c'est de démarrer des ressources, une DVM, qui sont les plus petites possibles par rapport à mes requests qui ont été définis. Et donc, si je veux de la distribution, eh bien, c'est à moi de l'écrire par le biais d'un attribut topology spread constraint, par exemple, qui va permettre de dire bah, je voudrais distribuer mes pods de mon application Compta API, et je veux les mettre sur plusieurs zones de disponibilité de mon provider. Et là, à partir de là, Carpenter, il comprend cette notion-là. Il sait également qu'est-ce que c'est que les labels topologie Kubernetes IO/zone. Il démarre les VM aux bons endroits. Et après, le scheduler sera tout content pour distribuer les pods en suivant ces contraintes-là. Là, on vient de voir la partie instantiation des VM. Maintenant, on a également la partie consolidation. La consolidation, en fait, c'est la mécanique qui va permettre de regarder, enfin, Carpenter regarde régulièrement, est-ce qu'il n'y a pas des VM qui sont sous-utilisées au sens toujours request. Est-ce que j'ai pas une VM où elle a été démarrée et puis maintenant, en fait, il y a plus de 50% de la RAM qui n'est pas utilisée? Eh bien, peut-être qu'il y a moyen en fait de redimensionner, de recréer une VM plus petite et de déplacer tous les pods dessus. Eh bien ça, c'est ce qu'il va faire régulièrement. Son objectif est vraiment d'essayer toujours de dimensionner le plus juste mon infra. Et donc, par rapport à mon diagramme ici, au lieu d'avoir 3 VM, il va peut-être en redémarrer une un petit peu plus grosse et puis finalement en avoir une petite. L'idée, c'est toujours d'avoir quelque chose le plus financièrement le plus optimisé possible. Alors au niveau de ce qu'on peut décrire au niveau de Carpenter, c'est quel est en fait le node pool qu'il peut instancier, c'est-à-dire le type de VM qu'il peut faire et quel est le paramétrage qu'on peut avoir dessus. Ici, donc, on a une CRD qui est fournie par le projet. Et il y a quelques éléments principaux dessus, qui est la quantité maximum de CPU de RAM que je peux allouer au total. C'est-à-dire que quel que soit le nombre de VM, il a le droit d'allouer 40 vCPU et 160 Go de RAM. On peut lui dire également quel est le critère qu'il va utiliser pour consolider les VM. Ça veut dire que si j'ai une VM qui est sous-utilisée pendant 2 minutes, qu'elle est vide ou qu'elle est sous-utilisée, alors, eh bien, il va commencer à faire du ménage. Le ménage, on peut le contraindre en fait pour pas que ça génère malgré tout trop de bruit sur ma plateforme. Ça veut dire si d'un seul coup il me détruit toutes mes VM, eh bien mon application va se mettre à tousser. Donc je peux lui dire, bah en fait, tu as le droit de jouer avec 3 nœuds, sauf à partir de 8 heures du matin pour une durée de 11 heures. Donc là, ça fait en fait de 8 heures à 19 heures. Et là, tu as le droit de jouer avec aucun nœud. Donc en pleine journée, on empêche de Carpenter de faire de la consolidation, mais il a le droit de démarrer des VM. Et à partir de 19 heures le soir, eh bien, il a le droit de dégommer des VM pour essayer d'avoir quelque chose de plus intéressant financièrement. Alors là, c'est pour l'exemple, on peut mettre des règles un peu plus riches, mais l'idée vraiment, c'est de bien maîtriser à quel moment est-ce que il va générer de l'activité sur ma plateforme. En plus, je peux lui dire quelle est la durée de vie de mes VM. On est vraiment dans une approche cattle, hein. Cattle, c'est mes VM, c'est un consommable. Je ne vais pas chercher à les mettre à jour explicitement. Ici, je vais dire ma VM, quelle que soit sa vie actuelle, elle aura une durée de vie maximum de 10 jours. Ça veut dire que mes VM tournent tous les 10 jours. Et donc ça va être quelque chose qui va être intéressant d'un point de vue sécu, d'un point de vue recyclage de mes machines également. Et donc, ça va m'aider pour tenir mon infrastructure avec des disques éventuellement qui ne se remplissent pas ou des VM qui s'usent, etc. Et puis également, je vais pouvoir lui définir quel est le type de machine dont j'ai besoin. Alors ça, c'est un vocabulaire propre à Amazon, mais de la spot, de l'endayment sur la partie tarification, on reviendra dessus encore un peu plus tard. Le nombre de vCPU que je veux, donc là, c'est pas lui qui va faire open bar sur les machines, je peux le contraindre.
Ça a différentes vertus d'aller dans ce sens-là. Et puis également, quel est le type de famille que l'on voudrait. MCR, c'est en gros, globalement un ratio entre le nombre de vCPU et la quantité de RAM qui se trouve derrière. Donc tout ça, en fait, ça va l'aider pour instancier les VM au plus juste par rapport à la demande de mes pods. Je vous ai présenté tout à l'heure Keda, Guillaume vient de vous présenter Carpenter. On va essayer de voir un petit peu maintenant comment fonctionne le combo des deux et à quel point c'est intéressant dans une approche FineOps. Pour commencer, on voulait vous représenter un petit peu ce dashboard. Donc ce dashboard, c'est finalement le travail qu'on a pu mettre en place d'outils de VPA, de KubeCost, etc. Et c'est représenté ici sous forme de graphe. Ça nous montre un petit peu l'utilisation qu'on a actuellement sur nos workloads, que ce soit en termes de mémoire ou de CPU. Donc finalement, c'est un peu une photo qu'on a pris à un instant donné. C'est notre point de départ. Et on s'est dit, OK, on va partir de là et on va mettre en place des améliorations. C'est un travail qu'on suit, mine de rien, en permanence. Donc, c'est pas du one shot, parce que les besoins de charge des applications, mine de rien, elles évoluent au cours du temps. Donc, il faut les suivre en permanence. Le combo Keda et Carpenter, il est plus proche d'un modèle qui nous convient mieux de Pay as you go. Donc, on n'est plus obligé maintenant de surprovisionner X nœuds comme on a pu le faire au tout début pendant notre migration AWS. On a eu besoin de se rassurer, on a mis, je ne sais plus, je crois qu'il y avait 18 VM, enfin il y avait vraiment beaucoup, beaucoup. On n'a plus besoin de ça maintenant. On a Keda qui vient scaler les pods en fonction d'un besoin d'une charge réelle, pardon. Et on a derrière Carpenter qui vient créer des nœuds pour aller accueillir tout ce beau petit monde. Donc ça marche plutôt bien parce que bah, d'un point de vue FineOps, moins on a de pods, moins on a de nœuds, et moins on a de nœuds, moins on paye. On va essayer de se représenter ça maintenant sous forme de coûts. Donc là, on a des graphes qui sont tirés de Cost Explorer sur AWS. C'est notre outil qui nous permet de voir un petit peu quels sont les coûts de tel ou tel service. Ce qu'on peut voir là pour commencer, c'est les coûts de notre infra cube avant nos optimisations Keda Carpenter. Donc là, on est sur une semaine, hein, chaque grosse barre, c'est une journée. Et bah très clairement, hein, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'on est globalement sur quelque chose de très flat. Et c'est normal, puisqu'en fait, bah, on paye des VM pour l'instant. Ça, c'est le même graphe, donc toujours sur une semaine, mais on va commencer déjà à voir des choses un peu plus intéressantes. Donc on voit bien les courbes d'utilisation sur la journée, hein, déjà ça fluctue selon la charge horaire. Et la première chose qu'on peut noter ici, le premier carré là, c'est l'extinction le soir. Donc bah, le soir, j'ai moins de monde sur la plateforme qu'en journée à 10 heures. Donc j'ai pas besoin d'avoir autant de ressources. Je peux scaler les instances le soir. Et enfin, c'est un peu le même principe pour le week-end. Alors pour le coup, le week-end, il peut y avoir quand même du monde. Donc on va scaler à la baisse, mais un peu plus tout de même que le soir. En tout cas, on peut déjà voir qu'on a quelque chose qui est bien plus aligné. Euh, Ça, c'est vraiment la partie production, ce qu'on vous montre ici. Alors, sur les différents types de facturation sur Amazon, on en a trois. On a le on-demand, qui est vraiment comme une voiture de location. On me donne les clés, je paye à la durée à laquelle j'ai ma voiture, éventuellement au kilométrage. Mais dans tous les cas, c'est la facturation le plus élevée. Je fais ce que je veux avec mes VM, c'est-à-dire que je décide du cycle de vie de mes VM. Et l'usage, ben, c'est comme on a l'habitude d'avoir, rien de transcendant là-dessus. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment le type de facturation qui va être le plus élevé. À l'opposé, j'ai les spots. Les spots, c'est ce qui permet à AWS de bien boucher leurs hyperviseurs. Ça veut dire que quand il y a moins de VM qui sont instanciés par les clients, eh bien, plutôt que d'avoir de la CPU et des ressources en fait à rien faire, eh bien, ils vont nous brader ce type de ressources dans une optique aussi de pouvoir après les réclamer plus facilement. C'est extrêmement intéressant d'un point de vue tarif. C'est environ 2 fois moins cher, voire plus. Par contre, la durée de vie de ces VM, je ne les maîtrise pas. C'est moi qui dis quand je la démarre. Par contre, quand est-ce qu'elle s'arrête, ça c'est AWS qui peut le décider. Et il va me notifier sous un délai de 3 minutes en me disant,
Dans 3 minutes, cette VM-là, elle disparaît. Ça veut dire qu'en termes de déploiement applicatif dessus, peut-être que je ne peux pas mettre n'importe quoi. Typiquement, une base SQL qui met déjà plusieurs minutes à démarrer, je ne vais sûrement pas le mettre sur ce type d'infrastructure. Par contre, ça peut être pratique sur des cas d'usage, des environnements hors prod, des runners GitLab, ou ce type d'application où je peux avoir de la reprise. Ça veut dire qu'il faut que si mon traitement s'arrête, quand je le relance, il repanne à peu près où il en était. Et enfin, j'ai un intermédiaire où là, je vais pouvoir acheter à l'avance un certain nombre de vCPU et de RAM pour chez AWS et je m'engage sur une période de 1 à 3 ans. Et derrière, ça va me permettre d'avoir des réductions d'un point de vue tarifaire. Je suis plutôt bridé sur l'utilisation de ces machines. Ça veut dire en fait, si je n'utilise pas, eh bien, elles sont quand même facturées. Donc, à moi de bien faire attention sur ce que je vais acheter, le volume que je vais acheter par rapport à à mon utilisation réelle. Si on se reprojette par rapport au graphique là, que Sébastien vient de vous montrer, je vais plutôt acheter le fonds de roulement. Donc, ce que je consomme en permanence, je vais peut-être l'acheter sous forme de saving plans. Et puis, le surplus, je vais peut-être mettre un autre mode de facturation dessus. Alors sur ce graphique, on a représenté la partie différence de tarification à dimensionnement égal entre de la VM spot et de la VM on demand. La spot, on l'a utilisée pendant un temps sur les environnements hors prod, dans une optique de dire ben ça va nous coûter moins cher, ça va être plutôt cool. Malgré tout, les spots, elles sont réclamées souvent en journée. Ça veut dire que je démarre une VM un matin et en plein milieu de journée, à 10h, 10h30, 11h, eh bien la VM est réclamée. Donc tous les applicatifs qui sont dessus se font tous virer. Sur les environnements hors prod, on n'a pas de notion de haute disponibilité. Ce qu'on veut, c'est être le plus économe possible. Ça veut dire un réplica sur mes applications. Comme les VM sont réclamés, eh bien, cet unique réplica, il est réinstancié sur un autre nœud. Et d'un point de vue pour les devs, eh bien, en fait, c'est une coupure de l'application. Et ce qui génère, bien sûr, beaucoup, beaucoup de bruit. Au début, on estimait que ça valait le coup, mais bien sûr, en écoutant les équipes, on se rend compte en fait que c'était un peu compliqué même pour leurs activités. Et donc, à un moment, on a fait une bascule pour repasser sur du on-demand, pour voir également quel était le vrai gain que l'on pouvait avoir et essayer de voir un peu si on peut améliorer tout ça. En, c'est quoi? C'est du rose. En rose, c'est la tarification avec du spot. En bleu, c'est de la on-demand. À dimensionnement égal, on voit donc que le on-demand est 2 fois plus cher, voire un peu plus, que de la spot. Par contre, c'est des VM qui ont une durée de vie que j'ai définie moi-même. Ça veut dire que je les démarre le matin et je les arrête le soir. Et vous remarquerez également que j'ai un trou autour du 20 avril. On est le week-end de Pâques. Et donc là également, on fait un effort pour couper les machines le week-end, les jours en fait où il n'y a personne qui bosse réellement. Qui bosse réellement en fait, enfin, qui a besoin des environnements de test. On va essayer de représenter un petit peu tout ça maintenant dans un autre graphique qui nous montre l'évolution des coûts de cette infrastructure au fur et à mesure. Donc ce graphe, il est intéressant parce qu'on va voir toutes les modifications successives. La première, c'est le fonctionnement nominal. Donc c'est à notre infra avant tous nos travaux d'Optim sur Keda et Carpenter. Donc on voit, hein, comme on se le disait au début, globalement, c'est quelque chose de plutôt flat. Ensuite, on arrive à la deuxième étape. Donc là, on est aux alentours d'octobre, début novembre. On a fait plusieurs interventions que vous pouvez peut-être voir dans les graphes. On voit 3 paliers, en tout cas je les vois plutôt bien, mais on voit 3 paliers. Et ça, c'est 3 opérations différentes de downsizing et d'affinage. Là, dans le lot, on a fait du travail pour réduire un petit peu le node pool de base qu'on avait sur notre cluster cube. Donc on est sur AWS, on utilise le service EKS, et on avait initialement un node pool qui avait 12 nœuds. Donc c'était notre pot commun, on va dire, le fond de tarte, entre guillemets. On l'a progressivement réduit à 6 nœuds. Tout ça pour laisser un peu plus de latitude à Carpenter. On a eu toute une période voilà, où on a aussi affiné le scaling. Donc on a fait en sorte de travailler sur les requests de nos descripteurs. Tout ça fait que quand on a la bonne taille, eh bien finalement on provisionne des machines adaptées et donc on paye moins cher.
Et enfin, la dernière étape qu'on a appelée Carpenter++, à partir d'avril 2025, c'est, eh bien, voilà, on a laissé suffisamment Carpenter maturer, on a pris confiance, on sait qu'il bosse bien, il nous a bien aidé, et maintenant on va l'autoriser à détruire des nœuds sur certaines plages horaires. Ce qu'on se refusait à faire avant, parce qu'on a toujours un petit peu l'appréhension d'aller supprimer des nœuds sur nos serveurs de production. Donc là, on lui a dit, OK, maintenant, à partir de telle heure, tu as le droit de faire ce que tu veux. Et ça, mine de rien, ça a eu un impact aussi sur le coût, parce qu'on voit que ça continue de baisser un petit peu sur ce graphe. Donc si on refait un petit peu voilà, le récap de tout ce qu'on vient de se dire, Carpenter, Keda, pour nous, c'est un combo gagnant. Si on devait reprendre toutes les courbes qu'on vous a montrées là, de tarifs, tirer une droite là-dessus et avoir une moyenne de coûts avant et après, on estime qu'on aurait des économies de suspense. Roulement de tambour. C'est là que normalement, il faut que tout le monde tape. Ouais. Suspense, on estime avoir environ 38% d'économie. Alors, ce chiffre, il a, je pense, un petit peu évolué, mais en tout cas, on est aux alentours de cette valeur-là. On bosse également sur d'autres leviers d'économie, qui sont les instances réservées et les saving plans. En réalité, ça peut aussi beaucoup jouer, on vous le recommande fortement. Donc 38%, c'est plutôt cool. Et puis on continue de se projeter, on a encore plein d'optimisations à faire. On voudrait viser les 50% pour d'ici à milieu d'année maintenant, on va dire. On arrive au bout du talk. Carrément, c'est trop Merci. cool. Merci Seb de m'avoir accompagné là-dessus, c'était Merci, super. ouais, merci beaucoup, Guillaume, j'ai beaucoup aimé. Merci à tous pour votre attention. On a fini de vous raconter tout ce qu'on voulait. Et donc maintenant, on va pouvoir répondre aux différentes questions. Je vais couper mon partage, comme ça je vais pouvoir voir ce que raconte Vincent. Et puis ce sera tout bon. Merci à vous pour ce talk, enfin ce live en tout cas. Pour enfin, cette magnifique présentation. J'en profite le temps que les questions arrivent pour vous passer un petit QR code qui apparaîtra en haut à gauche de votre écran, qui mène vers Open Feedback. Donc n'hésitez pas à laisser un avis sur cette présentation. Ça fera toujours plaisir à Guillaume et Sébastien. Carrément, ouais. Surtout si c'est un bon avis. Ok. Est-ce que tu as eu des questions alors? Pas de questions pour l'instant. Après, il faut prendre en compte, bien sûr, le délai de live. Et désolé pour les petits soucis réseau qui ont pu qui ont eu lieu pendant le live. On a un petit peu de retard. Et là, on est en train de regarder le stream là et un peu. J'en ai fraîche. Ouais. Ah oui, en effet, il est figé. Magnifique. Très bien. Les aléas du direct. Ah merde. Quelle est cette histoire? Je recharge également de mon côté, mais... Ouais, c'est toujours figé. Eh bien, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Je ne sais pas pour vous, mais le live est également bloqué sur l'illustration des gains obtenus, peut-être? Oui, complètement, ouais. Absolument. Très bien, Magnifique. Eh ben, si tu coupes le stream et que tu le relances, il va se passer quoi? Je peux voir ce que ça va donner. Je coupe à tout de suite. À tout de suite.